Donc bonjour, moi je m'appelle Manuel Boileau, on travaille tous les deux chez Reslet et moi je suis code artiste. Antoine Richard, je suis code rider. Ah oui, alors, en introduction, ce qui va suivre, messieurs, dames, est une fiction. Voilà. Donc l'histoire un petit peu de ce talk, c'est assez simple. C'est l'équipe du GDG, quand elle a préparé un peu l'organisation, elle avait besoin de faire son site web, et pour son site web, elle manipulait des données, et donc elle avait besoin de faire une API REST. Comme elle était très prise par l'organisation du DevFest, ils ont sous-traité la réalisation de leur API. Et quand ils ont récupéré leur API un peu à la dernière minute, d'ailleurs, ils ont dit « Elle me paraît pas non plus géniale, je sais pas ce à quoi je m'attendais. » C'est quand même des techos les mecs à la base. Ils ont dit « Par contre, on n'a pas le temps de regarder trop. Tiens, Antoine, Manu, est-ce que vous pouvez regarder un petit peu l'API et me dire ce que vous en pensez ?» Et en effet, on s'est dit « On va peut-être vous aider les gars, on a des pistes d'amélioration. » Et voilà, et on va essayer de passer justement de zéro to hero. Ok, donc regardons un petit peu cette API là qu'on nous a donné. Qu'est-ce que t'en penses, Manuel? Voilà, donc c'est une API qui va gérer en fait justement l'ensemble des données, les speakers, les talks, les salles, etc., les tracks qu'on va retrouver en fait au niveau des DevFest. Donc l'API qu'on a récupérée, c'est ça. Alors elle a le mérite d'être compréhensible et tout commencer par slash API. Déjà, je trouve qu'il y a deux mérites dans cette API là. Lister speaker, info speaker, modifier speaker, c'est très simple de comprendre un petit peu ce qu'il y a. Le problème un petit peu de cette API, c'est qu'elle est un peu creuse. On ne tire pas profit un petit peu de HTTP, on utilise juste HTTP comme un tunnel, comme un protocole de communication, mais sans s'appuyer un petit peu sur les éléments qui sont mis à disposition dans HTTP. Et voilà, on peut se servir. Ouais, tout à fait. Nous on voit plutôt HTTP comme une boîte à outils. Et puis on va avoir comme outils les URI, les headers, les params, les status codes, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des outils qui sont à notre disposition pour concevoir des API sympas à utiliser. Donc, on va reprendre un petit peu justement sur un modèle très connu qui est le modèle de maturité de REST de Richardson. Léonard de son prénom. Voilà, qui nous décrit 4 niveaux de maturité, et dont le premier est The Swamp of Box. C'est le marais de Plain Old XML. Vous avez un endpoint au bout et vous envoyez un gros paquet d'XML dedans. Il y a à la fois les opérations, les données, tout ça est mélangé. C'est un marais, quoi. Voilà, c'est un peu du RPC ouais, ou comme on faisait en Corba, Corba par exemple. Voilà, exactement. Après, il y a des niveaux successifs. On va commencer à tirer parti un petit peu de la spec en bénéficiant en tirant parti des ressources, des verbes, jusqu'au Graal hein, qui est hyper média. Donc, on regarde un peu l'API sur laquelle on est. Le verdict, c'est qu'on est au level 0. Alors, pas exactement le level 0 le plus bas possible avec l'ancien marais du XML qu'on voit plus trop, mais avec des ressources. On a bien vu des ressources, mais on ne tire pas parti des ressources. D'accord? Donc, c'est le marais d'HTTP en fait. c'est le marais d'HTTP. Voilà. Donc on va voir un petit peu justement comment améliorer notre API, et la base, le fondement un petit peu de tous les API, c'est travailler sur les ressources et les verbes. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Justement, tiens, ressource, ça a toujours été un petit peu flou pour moi. Est-ce qu'on peut définir ce que c'est une ressource? Ouais, bah écoute, il y a l'aspect pour ça. Donc on va regarder sur W3C, l'aspect HTTP 1.1, et qu'est-ce qu'elle nous dit cette spec? Elle nous dit une ressource, c'est un objet ou un service connecté qui peut être identifié par une URI. Et en plus, qu'il y a plusieurs variants, etc., plusieurs façons de les représenter. Bon, c'est bien, mais moi, j'aime pas trop cette définition-là. Je préfère celle de Léonard Richardson et de Sam Ruby, du livre, extrait du livre RESTful Web Service, qui nous dit quoi, en fait? Qui nous dit une ressource, c'est n'importe quoi qui est assez important à vos yeux pour exister en tant que tel. D'accord? Donc là, des speakers, voilà, les données, c'est une ressource. Et un point qui est important, il ne faut pas confondre ressources et URI. D'accord? On fait souvent un petit peu le mélange des deux. D'ailleurs, souvent, quand on va vous montrer des URI, on va parler de ressources, mais l'URI, c'est juste un moyen d'accéder à une ressource. Il peut y en avoir plusieurs. Voilà. Maintenant, on va regarder aussi un petit peu l'autre notion, les verbes, ce que dit aussi l'aspect HTTP, donc, qui est sorti là 1.1, qui est de 1999, qui nous dit les méthodes qu'on peut utiliser. Donc, on a option. Option, c'est pour aller voir le serveur et lui demander bon, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai comme option. Voilà, tout simplement. Alors, on en parle, c'est pas souvent implémenté par les développeurs, sauf dans le cas de Corse. On va pas revenir trop sur Corse, mais qui nécessite de s'appuyer sur option. Voilà, donc il faut que ce soit implémenté dans ce cas-là. Donc get pour accéder à une ressource, add, c'est juste je veux faire la même opération que get, mais je veux pas les données. Je veux juste savoir s'il y a des données qui existent, par exemple si elles ont été mises à jour depuis, mais sans aller plus loin. Post pour créer une donnée, push pour mettre à jour, delete également, et patch. Notez un fait intéressant, c'est que patch a été rajouté qu'en 2010,
pour un besoin justement de mise à jour partielle. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que du coup la spec HTTP évolue en même temps que nous, même si les specs évoluent souvent un peu moins vite. Alors regardons un petit peu sur l'API de départ à quoi ça pourrait correspondre si on commence à tirer parti un petit peu des ressources et des verbes. Donc on aurait déjà un regroupement de deux ressources. On verrait une ressource pour manipuler l'ensemble des speakers, qui permettrait de récupérer la liste de tous les speakers, d'ajouter un nouveau speaker, et donc c'est /API/speakers, et une ressource unitaire qui permettrait juste de manipuler un seul speaker pour faire des opérations, voilà, get, récupérer, put, mettre à jour, patch, mettre à jour que certains champs, et delete pour le supprimer. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise vraiment les conventions de REST, donc vous mettez n'importe quel développeur en face de ça, il va comprendre, c'est les conventions, c'est les bonnes pratiques, et il va tout de suite comprendre de quoi on parle. Et là, on voit qu'il y a certains verbes qui ont l'air d'être plutôt associés à une ressource unitaire et d'autres à une ressource de type collection. Est-ce que ça a un sens si on fait un put ou un delete, par exemple un delete sur la collection? D'accord. Donc ça c'est important parce que le verbe s'applique vraiment à une collection, à une ressource, et on a vraiment du sens. Donc si on mettait delete sur API speaker, ça voudrait dire quoi? API speaker, c'est ma ressource qui manipule un ensemble de speakers. Donc le delete, ça voudrait dire je supprime cette ressource, donc je supprime tous mes speakers. Donc ça a du sens, mais je suis pas sûr qu'on le veuille là dans notre API. Ouais, d'accord. Voilà. On va faire une petite démo du coup de l'API qu'on a mis en place pour illustrer, enfin pour le GDG. Et du coup, on se base sur un client en ligne de commande qui s'appelle HTTPy. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez peut-être Curl. HTTPy, c'est un peu pareil. En fait, c'est une couche au-dessus. C'est plus orienté API et moins bas niveau, moins HTTP. Et il y a la coloration syntaxique. Ah ouais, c'est beaucoup plus joli, quoi. Voilà. Alors, par contre, on ne voit pas grand-chose avec la coloration syntaxique. Non, si j'agrandis, vous allez voir, c'est bien. Voilà. Donc là, j'ai lissé juste les speakers. Qu'est-ce qu'on voit comme info? On voit, alors je vais montrer avec le doigt comme ça, le nombre total de speakers, le nombre de speakers retournés, j'en retourne 10. Les métadonnées un petit peu sur la collection, ça. C'est ça. On retrouve ici, en fait, dans une liste, je vais remonter tout en haut. Voilà, on retrouve les headers qui sont retournés, avec aussi de la coloration syntaxique. On retrouve voilà, la liste de tous les éléments qui sont retournés avec un identifiant, très bien. Je vais prendre l'identifiant. Si je retrouve mon curseur. Voilà, donc si je rapplique, j'ai juste à faire le get sur la donnée et là je retourne uniquement mon speaker. Après on va dire, bah voilà, j'ai envie de mettre à jour mon speaker. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un put. Alors, là, vous allez voir un peu la syntaxe un peu user-friendly de HTTPy, où plutôt que de passer un payload dans JSON comme je ferais habituellement, il y a une syntaxe juste à base de égal qui va nous dire rajoute des données et HTTPy il va automatiquement les formater sous forme de JSON. Donc la requête qui part derrière, c'est un payload en JSON classique. Voilà, donc là, je veux changer le first name et j'ai juste à faire ça. Désolé pour Cyril, je vais mettre un truc sympa quand même. Voilà. Ah, par contre, non, j'ai pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Bon, erreur, le champ last name est obligatoire. Alors, pourquoi c'est obligatoire? Parce qu'on utilise la méthode put. Et la méthode put, c'est pour mettre à jour l'ensemble de la ressource. Et donc, il y a des critères hein, pour mettre ensemble l'ensemble de la ressource. Il faut que au minimum, tous les champs requis. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un message d'erreur qui est assez clair hein, pour ça. Et donc, c'est là qu'on intervient sur le patch. Donc si je fais la même opération avec le patch, là, ce coup-ci, ça a fonctionné. Et on voit bien dans la donnée qui m'a été retournée que c'est mis à jour. Voilà, donc ça illustre un petit peu l'API qu'on commence à construire. Voilà. D'ailleurs, une question intéressante, Antoine, on se pose toujours la question, est-ce que je mets put, est-ce que je mets post? Très bonne question. Donc la différence. On trouve un peu de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur Stack Overflow. C'est même Wikipédia, je crois, est pas très clair là-dessus. Donc c'est quoi un peu, comment je fais pour choisir? Alors déjà, il y a une première différence, c'est que le put est idempotent et pas le post. C'est bon, quoi l'idempotence? C'est quoi? Ok, l'idempotence, c'est la possibilité de refaire plusieurs fois la même requête et d'avoir toujours la même réponse. Donc, je peux faire plusieurs fois des puts successifs, le même put successif, j'aurai toujours la même réponse. C'est une mise à jour, je vais venir remplacer ma donnée par une nouvelle que je vais fournir. À chaque fois, ce sera la même chose. Par contre, le post, c'est plutôt l'ajout dans une collection ou d'autres opérations. Et là, à chaque fois, je vais rajouter. Donc, c'est pas idempotent. Voilà. Comment on choisit du coup entre put et post? Ah oui.
Donc le put, on le fait quand la ressource est clairement identifiée. On a /speaker /Cyril Mottier. Et là, j'ai identifié une ressource unitaire. Donc je vais faire le put à cet endroit-là. Là, ça va être un remplacement, une modification. Éventuellement, à noter, le put peut servir à créer des fois. On peut créer une nouvelle donnée avec le put à partir du moment où on connaît l'ID, où on connaît l'emplacement où on va vouloir stocker notre donnée. Et là, c'est un put que je vais faire. Pour tous les autres cas, il y a post. Ah bah, j'ai l'impression que la règle est claire. Merci. Ok, on va continuer un petit peu justement pour voir d'autres notions. Donc, un des besoins qu'avait le GDG aussi, c'était de pouvoir mettre une note sur les talks. D'ailleurs, dans la version qu'on a codée, vous pouvez pas mettre une mauvaise note sur ce talk. Désolé. C'est l'avantage d'être développeur. Et donc, voilà l'API qu'on a récupérée. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Noter session avec une session 12, note 4. Elle me perturbe un petit peu. Enfin, je sais pas, je vois deux verbes en fait. Je vois post et puis noter, quoi. Donc je sais pas trop ce que ça fait derrière. Je pense qu'on peut trouver mieux. Donc ça, on peut dire que c'est pas REST. Ok, j'ai une autre version à te proposer qui est plus élégante. Ah, l'URL est jolie. Elle commence de loin. De loin, elle ressemble à quelque chose. Par contre, j'ai un petit problème. Là, je dois faire un post sur. Alors, note, ça sera une sous-ressource de session. Et donc, j'identifie une note particulière. Je vais faire un post dessus, je comprends pas. Post sur. J'ai du mal, je pense que. L'URL est jolie, mais je pense que c'est pas REST. C'est pas pour autant, donc méfiez-vous des faux amis. Ok, ce qui est important derrière, c'est de toujours réfléchir à c'est quoi ma ressource finalement, qu'est-ce qu'on veut manipuler. Donc là, dans notre cas, c'est des notes. D'accord. Donc l'idée, c'est peut-être juste que note, c'est une sous-ressource de session dans laquelle on va pouvoir juste créer une nouvelle note et les valeurs de note, c'est quoi? Bah, c'est juste value. Donc la valeur, la donnée, on l'envoie en tant que payload dans un post. Et là, ça tient la route. Donc là, on a une sous-ressource, ici un peu les exemples précédents, donc voilà, pas besoin de les piloyer. Après, on pourrait se dire aussi, bah, finalement, les notes, j'aimerais bien y accéder indépendamment des sessions. Donc il faut voir aussi qu'on peut accéder aux notes, par exemple, avec une ressource de haut niveau. Voilà, et on pourrait aussi accepter le post dessus. Voilà, ça fonctionne également, ça dépend d'où on se place. Voilà, ça c'est des exemples assez basiques, c'est du CRUD, on va dire. Qu'est-ce que ça donne si on veut aller un petit peu plus loin et commencer à rentrer dans des cas qui ne sont pas les cas expliqués dans les bouquins, en disant, bah, par exemple, je voudrais faire des stats sur mes notes. Est-ce que, voilà, je voudrais par exemple avoir la moyenne des notes qui ont été mises par session, quoi. Des traitements, quoi. On sort du CRUD, quoi. C'est ça. Ouais. Regardons un petit peu ce que ça donne. Donc, est-ce que par exemple, /API, /notes, /stats, c'est un bon URL pour ça? Bof. 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 Non, /notes, /stats, stats, c'est quoi? C'est une note, c'est... tu tiens une bonne idée là, mais je pense, est-ce qu'on peut essayer d'inverser? /stats, /notes? Ouais, pourquoi? peut-être, ouais. Stats, ça serait notre ressource, notre point d'entrée, et puis on s'intéresse aux stats sur les notes. Donc là, on a sélectionné une ressource particulière, les stats sur les notes. D'accord, donc on aurait peut-être un truc comme ça. À noter que c'est pas des ressources qui vont créer des données, contrairement à, voilà, ça va pas créer, c'est pas du CRUD, quoi. Donc on pourrait voir une URL comme ça, en disant, ok, j'ai ma ressource sur statistiques sur les notes, je passe en paramètre de query des éléments, voilà, pour dire par exemple, retourne-moi les statistiques sur la session 2. Ça me paraît clair. Ouais, c'est bien. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'un query param, ça sous-entend un petit calcul côté serveur. Quand on pagine, on parlera de ça plus tard, voilà, ça sous-entend un petit calcul. Et là, ça tient la route, le query param, il y a un petit traitement côté serveur, ça peut marcher. Alors là, c'est un cas encore basique. Si on pousse un peu plus loin, qu'on se dit, ok, je vais faire plein de trucs, et je suis pas sûr que je veux du get, on revient un peu sur l'exemple qu'on avait dit, où on utilise post pour tout le reste, un petit peu. Et une pratique courante, quand on pousse un peu les différents use cases qu'on va avoir, c'est plutôt passer les opérations qu'on veut faire en tant que payload. D'accord. Là, on dit, je veux regrouper par exemple par session pour avoir plein d'intelligence dans le payload, et on va le mettre dans le post. On peut avoir comme exemple aussi, je veux démarrer une instance sur GCE, hein, puisqu'on est ici au DevFest, et on pourra avoir /API, /GCE, /instance, et non pas mettre /start, mais mettre plutôt en payload en disant juste action start. D'accord. C'est plutôt comme ça qu'on va utiliser en fait, si on veut respecter un peu le reste, ce type d'exemple qui sort un peu des clous qu'on a l'habitude de voir derrière. Ok. On a bien passé sur les ressources, sur les verbes. Regardons, on a un autre outil très très important dans notre boîte à outils. Si on a ce matin qui était dans le talk de Hugo Wood sur Hypermedia, HTTP, tout ça dans un monde de Star Wars, il vous a balayé un sacré paquet de code HTTP, quoi. C'est ça, c'est un très bon outil. Regardons un petit peu. Donc c'est un statut de réponse.
Statut de réponse. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? On va identifier en fait des grandes familles, on va dire, de codes, juste pour présenter rapidement. Donc on a les codes de la famille 1, qui veut juste dire, bah attends un peu mon gars. D'accord? C'est le serveur qui parle à l'utilisateur, il dit ok, attends un petit peu. Famille des 200, c'est voilà. Tiens, voilà, super, nickel. Voilà. La famille des 300, c'est quoi? C'est va voir ailleurs. D'accord? Va voir ailleurs si j'y suis, ça m'intéresse pas. Famille des 400, moi, en tant que serveur, je dis au client, t'as merdé. D'accord? Et la famille des 500, c'est l'inverse, c'est moi en tant que serveur qui dit au client, j'ai merdé. Là, c'est comme ça, vous avez bien compris un petit peu les règles. Donc voilà, chez Reslet, nous, on n'a pas forcément une bonne mémoire. On s'est dit qu'il serait pas mal d'avoir un petit outil sympa, une sorte de plan de métro, là, voilà, qui nous permettrait de nous aiguiller un petit peu au travers de tous les codes HTTP. Donc on a fait une petite map comme ça, qui sera bientôt disponible. Suivez un petit peu notre blog, vous allez voir, elle sera bientôt disponible en mode interactif. En tout cas, qui va nous dire voilà, les familles, et on va prendre juste 2-3 exemples pour vous dire... voilà, il y a la famille des 400, on va retrouver 400, 412, 422 qui souvent concernent les mauvaises données en entrée. D'accord? Après, on va retrouver la famille des 401, 403, 404 qui est plus liée au droit, à la sécurité. Bah tiens, justement, excuse-moi, je te coupe, 401, 403. Et toujours, je m'emmène les pinceaux. Peut-être qu'on peut éclaircir les choses. Ouais. Alors peut-être que si tu as lu des choses, je vais sortir un petit peu des choses classiques. 401, c'est quoi? 401, c'est... bah tiens, je sais pas, hier ou ce soir, tu vas en boîte de nuit, tu rentres comme ça, tu es dans la salle, et là, le videur, il te chope, il dit t'es qui, toi, il te dégage. D'accord? Okay. Tout simplement. Okay. 403, c'est quoi? C'est toi, tu arrives, tu vas à la boîte, tu frappes, tu dis salut, je suis Antoine Richard, voilà, je travaille chez Reslet, très bien. Le videur, il dit désolé, c'est une soirée privée, t'es bien Antoine Richard, mais t'as pas le droit de rentrer. Et là, il te sort. D'accord, il sait qui je suis, mais j'ai pas le droit. Voilà, la différence, c'est ça. 404, c'est quoi? 404, c'est pour dire qu'une ressource n'existe pas. Mais c'est aussi utilisé pour dire qu'une ressource, vous n'avez pas le droit d'accéder à une ressource qui existe, mais qu'on ne veut pas vous donner cette information-là. GitHub, par exemple, le fait. Si vous accédez à une ressource qui est protégée et que vous n'êtes pas identifié, que vous n'avez pas le droit, il va retourner une 404. On retrouve aussi donc, voilà, d'autres groupes de méthodes, de codes, 405, 406, 416, qui sont plus liés à la forme de la requête, au content type, etc. On va revenir d'ailleurs. Ce qui est important à voir, c'est que HTTP, c'est pas fait pour REST à la base. Donc, quand vous allez avoir des choix, ne cherchez pas forcément un code HTTP qui correspond à votre besoin fonctionnel. Essayez pas de réutiliser parce que vous avez interprété celui-là comme un besoin métier et essayez de rentrer dedans. Non, si c'est pas prévu pour, c'est pas prévu pour. C'est plus intelligent de se dire j'utilise un code qui n'existe pas, ça on a le droit, plutôt que d'essayer de rentrer dans un code qui veut pas forcément dire la même chose. Et qui seront prêts du coup les utilisateurs de votre API. Voilà, par exemple, nous on a ce besoin-là, quand on met à jour l'application, le front-end quand il fait des requêtes, il va juste dire je suis telle version, est-ce que je suis encore à jour par rapport à mon back-end? Et quand c'est pas le cas, eh ben, au lieu de retourner un code comme ça, on va retourner un code qui est libre pour dire non, je suis désolé, je suis dans tel type d'erreur, mais voilà, on n'utilise pas, c'est un cas fonctionnel, mais on n'utilise pas un code déjà existant de l'aspect pour pas le détourner. Ça, c'est important. Voilà. Ok, bah moi j'ai une question. Ok, plein de codes HTTP, c'est super, mais moi je suis dans un cas concret, j'ai mon use case, faut que je me paluche tous les codes, faut que je lis à chaque use case, parce que je vais pas retenir. Voilà, comment on fait? T'as pas des astuces pour savoir quel code mettre, quoi. Savoir quel code mettre, ouais. C'est ça, ouais. Prenons l'exemple par exemple de Post, voilà, je crée un speaker et voilà, qu'est-ce qui se passe? Le plus simple, c'est de se servir de l'aspect HTTP. Il y a plein de blogs, hein, mais des fois ça vaut le coup plutôt que de regarder l'interprétation d'un mec qui a écrit un article, d'aller directement dans l'aspect. Voilà, ça peut être plutôt pratique. Qu'est-ce que dit l'aspect, par exemple, sur la méthode POST? C'est dit des choses assez intéressantes. POST est une méthode qui peut ne pas créer de ressources derrière. Donc dans ce cas-là, elle peut renvoyer soit un 200 si on retourne des données, soit un 204 si ça ne retourne pas de données. Et l'autre cas qui est décrit dans l'aspect, c'est POST peut créer une ressource. On a vu sur les speakers, ça crée un nouveau speaker. Et dans ce cas-là, l'aspect est très très clair. Le serveur, il doit renvoyer une réponse 201, obligatoirement. Il doit renvoyer du contenu pour expliquer ce qu'il a fait et le statut de la requête. Donc, par exemple, il peut retourner la nouvelle ressource créée. Et il doit renvoyer un header de location pour dire où trouver la ressource. D'accord? C'est vraiment très important. Effectivement. Il suffit d'ailleurs l'aspect, c'est très clair. Voilà. Pas de questions à se poser. Et après, ce qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas forcément des choses qui sont coûteuses à mettre en place, mais qui sont très pratiques pour l'utilisateur. D'accord? On s'appuie sur des conventions. L'utilisateur, il doit être capable de se dire
Ok, ça c'est quelque chose que je connais parce que c'est des bonnes pratiques, c'est des conventions. Si j'ai un 201, je sais que j'ai un header location et ok, je peux continuer, je peux avancer dans le parcours de mon API. Donc on va vous montrer juste un peu le code de notre API donc qu'on a redéveloppé pour le GDG, qui utilise API.js. API.js, c'est un framework Node.js qui est très sympa à utiliser, très descriptif. La marge pour entrer dedans est vraiment basse, on vous le conseille. Voilà, donc là, vous verrez le code source est disponible sur GitHub. On a voilà, des ressources pour gérer les catégories, les heures, les notes, les sessions, les speakers. Si on va dans speakers, on va voir les différentes méthodes, donc le get speakers. Voilà, et là on va directement aller dans le post. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Donc le code métier est ici. D'accord, si vous voyez bien. Je peux agrandir un petit peu plus. Ou pas. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on voit dans le code en fait? Et c'est assez simple, et c'est pour ça qu'on aime bien ce framework là aussi, c'est que là on retrouve donc le code 201 qu'on va retourner, le header qui nous dit juste où trouver la nouvelle ressource, et la donnée. Voilà, donc en fait ça coûte pas plus cher en développement, mais c'est très utile par la suite. Donc en une ligne, on a répondu à la spec. C'est ça. Okay. Et l'utilisateur est pas perdu. Donc ça c'est important. Donc voilà, ce qu'on retrouve un peu ici, c'est ce qu'on a mis dans la slide. Pour retrouver un petit peu l'exemple de notre enfin, ouais. Ok, là on a parlé un petit peu de travail sur des listes. Donc, quand on parle des listes, on parle des fois de données, et on se dit, voilà, j'ai des ressources qui ont peut-être beaucoup de données, d'autres moins, est-ce que je dois paginer quoi? Ouais, alors effectivement, tu as des ressources qui ont beaucoup de données, tu as peut-être des ressources des collections de ressources qui vont grandir, plein de données, tu veux paginer, c'est clair que tu veux paginer. Et je dirais que même sur des collections que tu sais qu'elles vont rester petites, il va falloir quand même paginer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas perturber l'utilisateur. Il sait que tu pagines. Toutes tes collections, elles seront paginées. Et il les traitera toutes de la même façon. Il n'y a pas à se poser la question, est-ce que celle-là est paginée, pas paginée, etc. Voilà. Super. On va passer assez rapidement, mais juste pour dire, il y a deux grandes façons de paginer. Un que vous avez sûrement l'habitude de voir, c'est par exemple par numéro de page. Vous allez avoir un tableau pour parcourir les données avec les 10 premières, les 10 suivantes, donc page 1, page 2, page 3. Et un autre qui est plus adapté des fois au flux de données, aux sortes de streams, où on aurait, plutôt que parcourir par page, on parcourirait en disant « donne-moi les éléments qui sont après l'élément avec tel identifiant ». D'accord? Donc c'est deux usages qu'on peut voir par exemple comme problème sur le premier usage, par nombre de numéros de page, c'est que s'il y a une insertion qui a été faite dans notre liste, potentiellement, le même résultat va ressortir page 4 ou page 5. Donc quand on veut récupérer toutes les données, c'est quand même un peu problématique parce que voilà, il faut gérer ça d'une façon particulière. Et le deuxième n'a pas ce problème-là. Mais par contre, on ne peut pas aller directement à un endroit à la page 4, puisqu'on ne sait pas trop ça veut dire quoi la page 4. Voilà. Par contre, quelle que soit la solution qu'on implémente, l'aspect dit quoi? C'est à partir du moment où vous renvoyez un ensemble de données qui n'est pas complet par rapport à la ressource, vous devez renvoyer un code 206. D'accord? Ça, c'est hyper important. Et ce qui est dit aussi, c'est que même si c'est paginé, et que vous renvoyez sous forme de pagination l'ensemble des données en une seule fois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et ben, il faut renvoyer un code 200. L'utilisateur, encore une fois, il n'est pas perdu. Quand il récupère un code 206, il a tout de suite le réflexe en disant « Ok, je sais qu'il y a quelque chose pour récupérer le reste des données. En tout cas, je n'ai pas toutes les données. » Et ça évite que l'utilisateur dise « J'ai récupéré 15 données, très bien, je pensais qu'il n'y avait que ça, moi. Je suis désolé, je pensais vraiment qu'il n'y avait que 15 données. » Qu'est-ce qu'on dit aussi? On dit qu'il faut utiliser le header link. Alors ça, c'est des conseils aussi pour permettre à l'utilisateur de naviguer dans la liste. En disant par exemple quelle est la première page, quelle est la dernière page, quelle est la page suivante, la page précédente. D'accord? Donc ça, c'est des éléments pour permettre à l'utilisateur de naviguer dans les données. Ok, super. Ça fait beaucoup de trucs. L'API, elle commence à avoir pas mal de choses là-dedans. Et puis moi, je suis pas Patrick Jane, je suis pas un mentaliste, quoi. Donc à un moment, je peux pas deviner, quoi. Faut me donner de la doc, quoi. C'est ça. Donc, on va voir, il y a plein de façons de faire de la doc. La doc, vous avez tous écrit. Il y a des choses qui sont super intéressantes dans le monde un petit peu de REST. C'est qu'il existe en fait des langages de définition, de spécification des API. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Swagger, de Ramel. Swagger qui a sorti la 2.0 il n'y a pas très longtemps, il y a 6 mois, on va dire. Ramel qui vient de sortir une release candidate pour Ramel 1. Donc ça, c'est des super nouvelles aussi. Et donc, voilà, Swagger, c'est quoi? C'est une méta-description de ton API qui est très facile à lire aussi. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, on a ça sur notre API, ici, qui vont dire, par exemple, tiens, je peux aller directement tout en bas. Alors,
Elle est bien notre API, donc elle est bien documentée. Voilà, qui donne des infos, par exemple, sur l'API. Alors, cherchez l'URL, mais peu importe. Je ne vais pas le trouver. Qu'est-ce qu'on retrouve directement? Je vais remonter tout en haut. Voilà, on retrouve les passes ici, les get, les réponses, les codes, la documentation, etc. Et ce qui est intéressant d'utiliser ces langages de description, qui sont fournis, qui sont une sorte de normes en fait maintenant dans l'écosystème, c'est qu'après, derrière, on va pouvoir utiliser des outils pour les mettre en forme. Et donc, par exemple, il y a Swagger UI qui s'appuie sur Swagger, qui nous met une documentation automatiquement générée, qui ressemble à ça. Donc, on retrouve les catégories, et puis l'utilisateur, il peut parcourir, il dit, OK, le speaker, j'ai quoi comme données? Speaker, très bien. Qu'est-ce qu'on a sur ma ressource ici? Tiens, c'est intéressant. J'ai deux query paraméters offset et limit avec la description, les valeurs par défaut, par exemple. Voilà, on peut commencer à documenter l'API. Super important, documenter le retour. Voilà. Là, je retourne un code 200. Voilà le format des données que vous allez avoir si vous demandez. Voilà le format des données que vous allez récupérer. Par contre, c'est important de ne pas s'arrêter là. Vraiment important de ne pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que si vous avez une erreur, vous dites, tiens, tu m'as mal fait la requête. L'utilisateur, il va avoir un code 400, très bien. Mais après, où est-ce qu'il va chercher la faute qu'il a fait, quoi? Il y a un moment, il faut lui dire qu'il a fait une faute. Et ça, souvent, on met ça dans le payload de sortie de la réponse. Et donc, c'est hyper important de documenter aussi les codes d'erreur. Donc là, on voit, par exemple, si j'ai un 400, alors donc, on a le 206 qui redit aussi la même chose. On a le 400 qui va dire, voilà, si j'ai une erreur 400, je vais te donner un format qui va te permettre de comprendre où sont mes erreurs, en fait, dans le message et la validation qui me dit où sont mes erreurs. Super pratique. Exactement. Et après, ça c'est encore mieux, on va dire aussi, pour tous les autres types de messages, tous les autres codes que je n'ai pas forcément documentés, voilà ce qu'on va avoir. D'accord? Donc l'utilisateur, il n'est pas perdu, il a une base solide, il va comprendre votre API, il ne va pas avoir de surprise quand il va la parcourir. Donc voilà un peu tout l'intérêt de passer sur de la documentation. Voilà à quoi ça ressemble encore la documentation. La négociation de contenu. Je ne sais pas si vous avez vu le 5e élément, si vous vous rappelez. Voilà, donc il y a un moment, il y a le méchant là, qui prend en otage le père, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis bon, il y a Bruce Willis qui va y aller pour négocier, quoi. Bon, il bute le méchant d'une balle entre les deux yeux. Puis il fait quelqu'un d'autre veut négocier. Et puis derrière, il y a les marins du bateau, c'est un bateau de l'espace. Waouh, où est-ce qu'il a appris à négocier comme ça, quoi? Ah, voilà. C'est l'introduction pour la Content Negotiation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu pareil, sauf qu'on va éviter de buter des gens. Mais on va demander au serveur, ouais, moi, écoute, moi, je comprends du JSON, quoi. Donc, j'aimerais bien que tu me retournes, excuse-moi, Manu. J'aimerais bien que tu me retournes la session S12 en JSON, parce que c'est ce que je comprends, quoi. Puis le serveur, s'il sait gérer ça, 200 OK, je renvoie la donnée en JSON. Et puis, je précise quand même, toujours, que ce qui est en dessous, le body, c'est le content type application JSON. Comme ça, moi, je sais, il n'y a pas d'incompréhension. Puis je peux dégainer mon parseur JSON et puis c'est parti. Alors, négociation, des fois, ça se passe pas comme on veut. Et puis, bon, voilà. Bon, moi, je demande autre chose. Mon serveur, c'est pas supporter le XML. On n'a pas codé ça. Qu'est-ce qu'il va dire, le serveur? Il va dire, écoute, moi, je peux bien te renvoyer des trucs, hein, mais il n'y a rien de ce que je peux te renvoyer qui va être acceptable pour toi. C'est le 406, not acceptable. La négociation de contenu, ça se fait à travers le header accept. Il y a pas mal de choses là-dedans. On peut mettre des priorités entre différents formats de représentation, etc. On peut dire qu'on veut du gzip, c'est super en tant que client. Si on peut supporter le gzip, c'est très bien. Et puis, il faut voir aussi que la négociation de contenu, voilà, ça se fait pas que sur le format. Ça peut se faire sur d'autres choses, comme le langage. Ouais, s'il te plaît, je voudrais de l'américain. Puis, bon, au pire, l'anglais. Puis sinon, du français, quoi. Ça peut être intéressant. Ok, on reprend un petit peu notre modèle là pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc l'API, on a commencé à la faire évoluer, à tirer profit un petit peu de toutes les choses qu'on a à disposition. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça y est, le marais d'HTTP, ça c'est bon, on l'avait dès le départ. Les ressources, on a mis en place, les verbes, on a mis en place. C'est pas mal déjà. Voilà. Je pense que là, on peut se dire qu'on est arrivé au niveau 2. On a un bon niveau 2 et on est content. C'est pas mal. C'est déjà très bien. Voilà. Ouais. Il y a des gens qui se contentent d'être au niveau 2, ils disent ça suffisant, mais on va voir que pour vraiment tirer parti de REST, on va voir tout ce que peut nous apporter le niveau 3. Voilà, on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc il nous reste une marche à franchir, allons-y. Franchissons cette marche de l'hypermédia. Alors hypermédia, qu'est-ce que c'est? Je vais faire un parallèle. Vous allez sur je sais pas, le site Allociné, vous allez sur la page Star Wars, etc. Après, vous pouvez naviguer. Vous
pouvez aller voir les cinémas qui passent ça, voir des liens vers les acteurs, voir les teasers, etc. Et tout ça, ça se fait en naviguant à travers des liens. Vous connaissez pas, vous, a priori, les URL là-dedans, vous allez sur un site, vous naviguez, vous suivez les liens. Bah, l'hypermédia, c'est pareil, mais sur les données, dans les API. Ah, super. Du coup, il doit y avoir une spec pour ça. Il y a une spec, il y a même plusieurs specs, hein, si tu regardes, il y a pas mal de choses. Ce matin, toujours dans la session hypermédia, Hugo il a démontré ça avec le format Sirène, très sympa. Il y en a un certain nombre d'autres, il y en a même d'autres que j'ai pas cités, quoi. Voilà, certains très connus, d'autres un peu moins. Et je vous propose tout de suite de regarder ce que ça donne sur le format HAL, qui veut dire Hypertext Application Language. C'est un format assez simple, j'aime bien l'utiliser parce qu'il est simple et il est assez outillé aussi. On va trouver dans pas mal de langages, de frameworks, d'écosystèmes des outils qui vont nous aider à faire du HAL, à implémenter des réponses HAL, etc. C'est pas mal d'utilitaires. Pendant qu'Antoine se met en place, est-ce que vous savez un petit peu, je reviens juste 2 secondes là, c'est quoi, pourquoi on a choisi cette image? Et vas-y, pendant ce temps-là, tu peux changer. D'accord. Voilà. Ouais. C'est HAL 9000 exactement dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Ok, donc on va faire une démo de découverte un petit peu d'une API. On va utiliser un logiciel qui s'appelle DHC, Dev HTTP Client, qui est un de nos produits chez Reslet, et avec lequel on peut faire assez facilement de la découverte d'API à travers les liens hypermédias. Donc c'est parti, j'en ai un ici. J'ai un petit problème avec le micro, tu peux m'aider? Merci. Ok, donc là on est sur notre API, HTTP, localhost 3000, ok on est en localhost. Et puis bon ici là je vais rentrer mes headers, accept application JSON. Ok, il me renvoie rien du tout. Puis donc on a implémenté la gestion de 2 formats dans notre API, JSON et puis aussi HAL plus JSON, qui est le content type du format hypermédia HAL. Ok, super, je n'ai besoin que d'un seul header, merci. Et là, j'envoie ma requête. Ah ouais, 406, c'est pas acceptable ça, Antoine. Ok. Et là, on commence à voir quelque chose. Donc sur le slash, sur mon API, déjà il me dit où je suis, self, slash. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des notions de session et de speaker, hein, c'est les ressources principales. Pourquoi il te dit où t'es d'ailleurs? Toujours, il faut savoir où t'es, c'est autodescriptif. Tu vois la réponse, tu sais où t'es. Tu te poses pas la question. Donc là, j'ai un certain nombre de query param sur session. Allons voir sur session ce que ça donne. Ici, pareil, il me dit où je suis. Donc je suis sur la session, et puis je suis à l'offset 0 de ma collection, c'est les valeurs par défaut. Et limite 10, c'est pareil. Je peux naviguer ici dans ma collection. Je clique, je navigue. Voilà, je suis à l'offset 10. Prev, next, etc. Voilà, je peux naviguer, c'est super sympa. Et puis j'ai des choses en plus, des liens associés. Je peux avoir toutes les sessions pour 1 heure, toutes les sessions pour une catégorie, etc. Et puis je sais qu'il y a un templating ici au niveau du paramètre. On va retrouver ici mes données de ma collection, mes métadonnées sur la taille, etc. Et là, en tant qu'objet embarqué, j'ai les sessions. En tant qu'objet embarqué dans ma collection de sessions. J'ai chacune de mes sessions. Je peux dérouler, je peux aller voir. Tiens, rest from 0 to hero, je vais aller voir celle-là. Je clique ici, je suis les liens. Alors, je suis là, session S25. J'ai des liens associés, c'est l'heure de passage H07 et puis c'est la catégorie cloud. Voilà, toutes mes données. Et en données embarquées, ah ouais, je découvre que j'ai des speakers qui sont embarqués là-dedans. Et puis je peux cliquer sur les speakers. Voilà, je peux découvrir ainsi mon API. Là, c'est génial, là, tu n'as plus besoin de documentation avec ça. Encore un petit peu. HAL, c'est un format qui se veut simple, mais du coup, il peut pas tout avoir, quoi. Il fait pas non plus ceinture bretelle, il remplace pas la documentation. Mais clairement, c'est l'objectif de Hypermédia, et c'est le principe qui est décrit à travers cet acronyme. Quelqu'un veut s'essayer à le prononcer? Ok, j'essaye. ATOS. Pas mal? Écoute, j'aurais pas fait mieux. Ok. C'est Hypermedia as the engine of application state. Waouh, ça c'est pour faire ingénieur quoi. Ouais, c'est ça, faut se la raconter. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ça? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je rentre dans mon API, et puis en fait, je suis dans un état donné. Je suis dans un état donné, et puis qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais vouloir quitter cet état, aller vers d'autres états de mon application en empruntant des transitions. Ces transitions-là, je ne vais pas les deviner à l'avance. Je vais faire mon choix dans les transitions que le serveur va me renvoyer par rapport à l'état où je suis. Donc je fais mon choix. Le serveur me dit tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller là. Et ok, je vais là, je prends cette transition. Puis j'arrive dans un autre état. Et puis voilà, je navigue comme ça dans mon application. Juste par contre, Antoine, tu parles d'état là, et moi on a toujours dit rest, c'est restful, il n'y a pas d'état. Il n'y a pas d'état, tout à fait. Sur le serveur, il n'y a pas d'état. Une application, ça a toujours un état. L'état, il est dans votre client. C'est le client qui porte l'état là où vous êtes dans le graphe d'état transition de votre application.
Et le serveur reste sans état, bien entendu. Il y a pas de... Attention. Ok, sur un exemple concrètement, ça donne quoi? Ici, c'est du format sirène. Bon, bah, qu'est-ce qu'on est, où on est? Pratique, on a toujours le self ici. On est sur le speaker d'ID 15 ici. Et puis, donc, c'est notre état. On a vu le speaker d'ID 15, on a ses données. Et ce qu'on a ici comme action, bah voilà, c'est ça nos transitions pour quitter cet état. Qu'est-ce que je peux faire à partir de cet état-là? Je peux mettre à jour un speaker, update speaker, ou delete speaker ici. Et ce qui est sympa, c'est qu'il ne me dit pas juste ce que je peux faire, il me dit comment je peux le faire. Si je veux mettre à jour le speaker, il me dit t'envoies un put à cette URL-là, et puis tu m'envoies ces données-là en payload. Donc là, j'ai tout. J'ai tout. Puis si je décide d'aller prendre le delete, bah c'est pareil, j'envoie un delete sur cette URL-là. Ça me paraît pas mal, ça je pense qu'on pourrait pas m'en tirer profit. Nous, donc, on développe des applis web en fait. Souvent, ce qu'on fait, enfin on m'a raconté, hein, c'est que, en fait, par exemple, dans mon front-end, j'écris des droits, j'écris de la logique métier en fait pour savoir si l'utilisateur a le droit ou pas de faire telle action. Et c'est un peu redondant d'ailleurs avec le back-end. Et j'ai l'impression que là, le back-end, quand il me renvoie les données, il pourrait directement me renvoyer si j'ai le droit ou pas de faire telle action. Ouais, tout à fait, c'est le principe. C'est le principe. J'ai peut-être un contexte, je sais pas moi, un jeton d'authentification qui est trimballé dans le header, et donc le serveur il me connaît. Puis il sait me renvoyer uniquement les actions que j'ai le droit de faire. Donc il n'y a plus de questions à se poser, quoi. C'est que ce que j'ai le droit de faire là. Du coup, côté front, j'ai plus besoin de me dire est-ce que j'ai le droit de faire ça. J'ai juste est-ce que cette action de nommer update speaker est dans le résultat de mon payload, quoi. Ouais, est dans le payload ou pas. Ouais. Ah, c'est génial. On pense différemment les applications, mais ça simplifie tout, je pense. Tout à fait. Donc c'est la dernière marche de REST. On voit qu'elle vaut le coup. Ça peut apporter beaucoup de choses. La gloire de REST par Roy Fielding, ça pourrait être résumé. C'est un extrait d'un des nombreux papiers de Roy Fielding. Je vais essayer de le traduire et de résumer un petit peu. Roy m'en voudra pas. Grosso modo, une API REST, on doit pouvoir entrer dans une API REST sans connaissance préalable, hormis l'URI initiale. Puis une fois qu'on est là, on doit pouvoir naviguer dans l'API REST en faisant notre choix, juste en sélectionnant des transitions parmi les différentes possibilités que le serveur va nous donner. Donc là, clairement, on est à ce niveau-là, et ben on n'aurait plus besoin d'une documentation, ouais, carrément. C'est pas mal. Du coup, là, on voit qu'on a encore progressé. Si on applique tout ça, on peut dire que maintenant, on est au niveau 3 du modèle de maturité et qu'on a l'impression d'avoir vraiment tiré parti de tout ce qu'on peut faire sur le reste, quoi. Ouais, reste dans toute sa gloire. Donc, vous voyez, hein, c'est par rapport à l'API qu'on avait au départ, où on a l'impression que ça fait le job. Et en effet, ça fait le job. Mais par contre, derrière tout ça, ça simplifie pas l'usage. On a plein de choses qui peuvent améliorer. C'est comme un mauvais code et un beau code, quoi. Comme le mauvais chasseur et le bon chasseur. C'est pareil. Alors, il y a la belle API et la mauvaise API. Et du coup, là, en tirant parti de ça, en plus du fait que n'importe quel développeur va pouvoir arriver sur votre API, la comprendre sans forcément avoir de connaissances préalables, il va retrouver des conventions sur lesquelles il aura l'habitude. Donc voilà, c'est comme un développeur Java qui va avoir un autre code qui est sur un autre projet Java, il retrouve ses habitudes. Il y a des strings, il y a des integers. Ouais, voilà, chaque langage a ses idiomes, etc. Bah, en vrai, c'est pareil. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va jusqu'au front-end. C'est pas que des impacts que côté back-end. Vous voyez, même l'utilisateur et les applications qu'on peut développer côté utilisateur sont impactées. Et voilà, ça nécessite de creuser un petit peu ces choses-là. On voit qu'il n'y a pas non plus d'ailleurs de convention forcément. Une spec plutôt qu'une autre qui serait pris par exemple le level 3 hypermédia, mais vous pouvez vous-même dire ok, je vais me documenter un petit peu pour savoir laquelle correspond mieux à ce que moi j'ai envie de faire. Ouais, par contre c'est ça, je voudrais insister là-dessus, ne réinventez pas votre format hypermédia, il en existe un paquet, regardez-les et il y en a qui correspondront à votre besoin, réinventez pas encore autre chose. D'accord, mais ça vaut le coup de prendre le temps de les parcourir un petit peu. Tout à fait, c'est super intéressant d'ailleurs. Donc là c'est pas mal, du coup on a quasiment tout fait, quoi, là. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. On est sur un niveau 3. Là, ce qu'on peut faire, c'est se donner quelques minutes pour essayer, en guise de conclusion, d'aborder un problématique, le versionning, et puis de voir dans notre boîte à outils comment on peut résoudre ce problème-là. Ok. Donc, Darwin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce ne sont pas les plus forts des espèces qui survivent, ni les plus intelligentes. Ce sont celles qui vont savoir s'adapter au changement. Bon bah nous quand on fait une API, c'est pareil, hein. Écoute, les clients, ils ont qu'à s'adapter, sinon ils crèvent. Non, en fait, non, c'est pas ça qu'on veut faire du tout. On veut faire l'inverse. On veut aider les clients à avancer avec nous, à absorber le changement tout doucement et les aider à évoluer avec nous. Bon bah voilà, on a un certain nombre d'outils. Regardons ce qu'on a comme outil. Qu'est-ce qui peut nous aider? On a par exemple l'URI.
Qu'est-ce que t'en penses, Manuel, l'URI? Est-ce que ça peut nous aider? Bah ouais, Fais voir. on peut faire quelque chose comme ça. On peut mettre la version dans l'URI. Facile. Ah, mais ça me paraît pas mal. Du coup, Ah ouais. comme ça, les gens ils savent sur quelle version ils sont. C'est clair, c'est simple. Par contre, moi, si je veux juste rajouter une nouvelle donnée, etc., et du coup, si je rajoute ça, je reversionne toute mon API, quoi. Ouais, c'est ça le problème de ça, c'est qu'à chaque changement, bah, vous venez incrémenter un numéro de version, c'est impactant pour l'utilisateur, il sait pas ce qu'a changé, il doit tout... C'est compliqué, quoi. Il doit, Ouais, et puis il faut qu'ils changent les URL, faut... Ouais. Ouais. Donc c'est courant, c'est pratique, enfin c'est courant, on en trouve, c'est pratique, mais ça a un certain nombre de défauts. C'est pas Je une pense- bonne façon de le faire. Ouais, je pense qu'on peut faire mieux. Fouillons dans nos boîtes à outils et trouvons quelque chose de sympa. Tiens, bah voilà, le header accept, la négociation de contenu. Donc ici, ça va être pareil, on va avoir notre format, notre content type à nous, vnd.speakers, .v2. C'est notre format de données speaker en version 2. Et puis en plus, on dit que c'est du JSON. Ça veut dire quoi, VND? Vendor, c'est ce qu'on met quand on crée soi-même ses content type. D'accord. Voilà, donc là on versionne ici, on versionne au niveau d'une donnée, quoi. Donc déjà c'est un cran plus fin, et puis en plus on bénéficie de la négociation de contenu qui est un des principes fondamentaux de REST, donc c'est pas mal déjà ça, c'est pas mal. Du coup, le serveur, il pourrait avoir une version 3 et puis nous dire, bah moi, je suis pas encore passé à l'étape d'après. Tu m'as bien dit qu'il y avait un nouveau truc qui existait, tu le supportes déjà, mais moi, là, tu me laisses un peu le temps pour passer sur de la V2 à la V3, quoi. C'est ça. En attendant, tu me réponds toujours de la V2 quand je te demande de la V2. Donc on négocie de la V2, le serveur nous donne de la V2. Ok. Bon bah dans notre boîte à outils, on a un autre outil qu'on aime assez, c'est l'hypermédia. Voyons comment ça peut nous aider aussi à gérer les changements dans notre API. Bah, déjà, il y a un truc qui saute aux yeux, là c'est du HAL, comme on a vu tout à l'heure à travers la démo. Le truc qui saute aux yeux, c'est que les URL en fait sont codés ici, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas codés en dur dans le client. C'est-à-dire que le client, il sait qu'il a 1 heure de passage, qu'il y accède ici avec la clé hour, puis il va chercher l'URL. C'est pas codé en dur, ça. Le bénéfice, c'est que vous pouvez changer l'URL sans casser le client. Là, déjà, un petit bénéfice cadeau. Allons plus loin maintenant. Ici, dans cet exemple-là, j'ai mon hour, là, ici, mon heure de passage, et je veux la faire évoluer par un nouveau concept qui est un peu plus gros, c'est le slot, le créneau de passage qui va apporter plus d'infos, qui va être vachement mieux. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est déprécier hour, puis introduire slot. Donc, pour déprécier hour, c'est simple. La spec HAL, elle me dit, tu vas ajouter un champ deprecation ici, mais qui vaut pas true 1 ou ce que tu veux. Dedans, en valeur, tu vas mettre une URL. Une URL vers une deprecation notice, une doc qui va expliquer qu'est-ce que tu déprécies, pourquoi et par quoi c'est remplacé. Donc là, le client, qui va, bah voilà, il découvre mon API, il voit qu'il y a ça. Ah bah ouais, tiens, regarde, ils ont déprécié ça, il va aller voir, et puis il va voir toute la doc et tout, c'est sympa. Et puis à côté, nous, on va venir rajouter notre nouveau concept de slot, voilà, et puis, etc., etc. Ce qu'il faut noter là-dedans, c'est qu'on a fait tout ça, on a introduit la deprecation et on a rajouté notre nouveau concept sans casser le client existant. C'est des données en plus dans un JSON, voilà, le gars qui allait chercher son hour href, bah, ça marche toujours, quoi. Super, j'ai l'impression que du coup, on peut vraiment faciliter le changement aussi et accompagner le changement des utilisateurs, quoi. Donc voilà, faut utiliser ça. Voilà. C'est votre première préoccupation, c'est les utilisateurs de votre API. C'est pour eux que vous codez votre API, donc voilà. Faites ce qu'il faut. Ok, j'ai l'impression que là, on est quand même arrivé à un truc où voilà, on a peut-être encore des petits ajustements à faire ou on aura des modifications à faire quand même, mais j'ai l'impression que là, c'est bon, on a une API qui est béton, quoi. Alors, on est content, ouais, on est content. Allez, on est des restes super heroes. Voilà, bah, félicitations, hein, j'espère. Bravo à tous.